Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats des essais de couverts végétaux qu'on a réalisés dans le cadre du projet SEV, donc qui est financé par la CNR et la Fondation de France. Donc je vais vous présenter les résultats sur la campagne 2025-2026. Donc c'est des résultats qui ont été présentés lors d'une visio d'échange qui était le 11 mai. Donc là, je fais un enregistrement de ces résultats. Donc, je vais vous présenter 3 mélanges donc, que j'ai appelés couvert paillage, couvert diversifié et couvert azote. Ces mélanges-là, ils correspondent à des objectifs différents. Donc, on a le couvert paillage qui, comme son nom l'indique, est là pour produire un paillage sur place, pour pailler les cultures qui suivent. Donc, c'est principalement de l'avoine rude, qu'on appelle aussi avoine brésilienne ou avoine diploïde. Qui tale beaucoup et qui fait de la paille qui se dégrade assez lentement. Donc on utilise avec un petit peu de veste commune dedans. Je précise que l'avoine rude, contrairement à ce qu'on lit, elle n'est pas gélive, en tout cas pas dans la Drôme. Donc ça fait plusieurs années qu'on l'essaye et cette année notamment il y a eu beaucoup de gel et on n'a pas du tout souffert. Pour des semis, je précise, pour des semis réalisés de mi-septembre à mi-octobre. Si on avait fait ces semis plus tôt, elle aurait gelé. Voilà. Ensuite, on a le couvert diversifié qui, lui, est composé de 6 espèces. Donc, on a toujours cette avoine rude, la veste commune. On a en plus d'autres légumineuses, donc la févrole, le pois, et puis de la facilite, du radis chinois en toute petite quantité. Et puis, on a le couvert azote qui est composé que de légumineuses, la févrole, la veste commune et le pois fourragé. Et donc, ce que vous voyez entre parenthèses, c'est les doses de semis, donc dans le mélange. Donc, vous voyez déjà en kilo-hectare, par exemple, le couvert paillage, c'est 70 kilo-hectares d'avoine rude. Et ensuite, le pourcentage, ça correspond, c'est le pourcentage de la dose en pur de l'espèce. Donc, par exemple, une avoine rude, sa dose, si elle est semée en pur, c'est 35 kilo-hectares. Donc, dans le mélange, elle est à 70 kilo-hectares, c'est 200% de sa dose. Voilà, donc c'est pour vous aider à lire un peu ces doses. Et puis, donc toutes ces doses, pour les couverts paillage et diversifiés, c'est des doses qui sont données pour des semis non recouverts. Donc ça veut dire réalisés à la volée, sans recouvrement par de la terre ou du compost. Tandis que le couvert azote, les doses, elles sont données pour un semis qui est recouvert. Donc par exemple un semis réalisé au semoir ou à la volée, mais recouvert de terre ou de compost. Je précise que quand je fais le passage de semis recouvert à semis non recouvert, je fais x2 sur toutes les doses, parce qu'on a une moins bonne levée. Donc voilà, là je vous présente simplement un peu les indicateurs dont on va parler par la suite. Donc on a fait un suivi des couverts un mois après le semis, donc c'est le suivi de la levée. Et donc là on vient avec un quadrat compter chaque plante et chaque espèce. Donc on compte pour chaque espèce et on réalise 3 quadrats par modalité. Donc ça peut être une parcelle ou une planche. Ensuite, juste avant la destruction, on va venir faire dans ces mêmes quadrats un suivi du recouvrement du sol par les différentes espèces du couvert et aussi par les adventices. Donc pour voir si nos couverts sont bien couvrants et puis s'ils gèrent bien les adventices. Au même moment, on vient prélever ces plantes-là dans chacun des quadrats et on vient les peser séparément par espèce. Et une fois qu'on a ces pesées-là, on les rentre dans la méthode Merci. Donc vous pouvez avoir accès à cette méthode en allant sur le site internet. C'est gratuit et on peut donc renseigner on renseigne des informations sur la parcelle, la localité, les sols, etc. Et en donnant nos résultats de pesée, le logiciel modélise les bénéfices de ce couvert-là. Et donc ça nous donne un petit bulletin de restitution du couvert avec plein d'informations dedans, donc notamment le tonnage de la matière sèche qui est produit par le couvert, les tonnes d'humus qui vont être produites dans le sol une fois le couvert restitué, la quantité d'azote qui a été piégée, mais aussi la quantité d'azote qui va être restituée,
la quantité de phosphore, potassium, magnésium, soufre qui va être restituée. Non, pas soufre, il me semble, magnésium. Et voilà, donc on a plusieurs informations comme ça qui peuvent être très utiles. Moi, j'en ai sélectionné simplement 2-3 pour vous présenter aujourd'hui. Donc, on commence avec le mélange paillage, donc, qui a été semé cet hiver, enfin à l'automne, sur 3 fermes. Donc, l'île aux millefeuilles, la ferme du Rouge-Queue, les Amanins. Le semis, il a été réalisé à l'île aux millefeuilles, à la volée, puis roulé. À la ferme du Rouge-Queue, il a été réalisé au semoir maraîcher, et aux Amanins, il a été semé à la volée et incorporé avec un passage de cultibute par-dessus. Donc c'est des semis qui ont été réalisés début mi-octobre. Donc là, vous voyez les photos des parcelles. Donc en général, un mois après le semis. Donc on peut évaluer la levée dans les différentes parcelles. Si on regarde les comptages, en rouge-marron, on a les adventices, en jaune l'avoine rude, et en rose la veste commune. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal d'adventices au moment de la levée. Alors c'est pas forcément les adventices qui sont problématiques, donc chez Alain Souza, la colonne de gauche, c'est plutôt du mouron, des véroniques, et qui sont franchement pas embêtantes dans des couverts d'hiver. Ils vont couvrir au début, puis en fin de cycle ça va sécher sur place, ça va pas gêner plus que ça. Parfois on avait des enherbements un peu plus embêtants comme du régras dans la colonne de droite. Et ce qu'on a aussi vu, que voilà, moi j'avais pas vu jusque là, c'est des dégâts de limaces sur la veste et sur l'avoine aux Amanins, donc dans la colonne du milieu, ce qui a probablement réduit aussi, on va voir aussi qu'ils avaient eu un semis très hétérogène là-bas, lié au passage de cultibute, enfin la méthode de semis, mais ça a probablement pas aidé qu'on ait des grosses attaques de limaces. Donc ce qu'on a vu, c'est que le passage de cultibute était très hétérogène, et donc que le passage de cultibute, ça a pu trop mettre les graines trop en profondeur, et pas forcément à la même profondeur partout, donc c'est pour ça qu'on avait une levée hétérogène. Que vous allez voir du coup, donc sur la photo de droite, c'est là où on avait le passage de cultibute après un semis à la volée. On a une planche qui est très belle, et puis des planches où il n'y a quasiment rien qui a levé. Et ensuite, on a donc la ferme du Rouge-Queue, la photo du milieu, le semis au semoir, c'est celui qui a le mieux fonctionné. C'est là où on a une plus belle couverture du sol et production de biomasse. Et à gauche, on avait le semis à la volée qui était roulé, qui a bien fonctionné, mais on a un moins bon recouvrement, une moins bonne production de biomasse, parce que y a eu un sous-solage qui a été réalisé sur cette parcelle, parce qu'on s'est rendu compte que le sol était compacté. Et donc ça a quand même un peu abîmé le couvert. Le sous-solage a été réalisé peut-être 3 semaines avant cette photo-là. Donc le couvert, il s'en remet, mais moins bien sur les lignes, et puis il lui faut un peu de temps, quoi. Voilà, et donc si on regarde les chiffres, on a un très bon recouvrement, sauf là où on a le semis qui est très hétérogène. Et on voit très peu d'adventices. Les adventices là ont été très bien contrôlés, donc on voit que ce mélange il met du temps à contrôler l'enherbement, mais en fin de cycle c'est très efficace. Donc ça c'est lié au fait qu'il y a beaucoup d'avoine, et qu'en début de cycle l'avoine est lente, et après elle tale et elle couvre beaucoup. Et on voit donc là où les semis ont le mieux marché, le semis au semoir où il n'y a pas eu le sous-solage, on a 10 tonnes de matière sèche hectare, donc c'est vraiment un très beau couvert. Et là où on a eu 5 tonnes à l'île aux millefeuilles, ce qui est pas mal, mais pas encore suffisant pour faire du paillage sans toile tissée. Donc là, je précise que les travaux de recherche et d'expérimentation qui ont été menés par le passé ont mis la barre à 8 tonnes de matière sèche minimum pour qu'un couvert puisse, une fois couché, réaliser un paillage qui contrôle suffisamment bien l'enherbement pour les cultures qui suivent. Donc ce qu'on a décidé là, c'est de faire un essai de culture implantée en direct dans le couvert couché sans toile tissée, uniquement à la ferme du Rouge-Queue, parce qu'on a ce seuil qui est atteint. Donc là, il y aura un essai notamment de patates douces. Je
Précisez aussi que le couvert, au moment de la destruction, il était arrivé au bon stade. Là, pareil, la littérature nous dit qu'il faut arriver au stade à peu près fin floraison. Bon, alors ça dépend aussi des espèces, mais en gros, au stade fin floraison pour avoir une destruction efficace par roulage. Donc ici, on y était donc fin avril. L'avoine, elle était en floraison. Et la moutarde, ah oui, j'ai pas précisé, mais on a beaucoup de moutarde dans les couverts, alors que c'était pas dans le mélange initialement. C'est parce qu'on avait des graines paysannes qui avaient il y avait de la moutarde en fait dans les graines d'avoine. Donc c'était mi-gênant, on va dire, parce que la moutarde ça couvre, ça fait son travail de couvert végétal. Par contre, ça arrive à floraison plus tôt que les autres espèces. Donc ça nous a gêné quand même, parce que nous, le but, c'était de pouvoir détruire notre couvert fin avril pour pouvoir implanter nos cultures en mai dedans. Et la moutarde, elle a commencé à fleurir beaucoup plus tôt que ça. Donc ce qui a été fait là, c'est qu'ils sont venus couper les têtes à la débroussailleuse au moment de la floraison de la moutarde. Et donc ça a permis de retarder la floraison. Voilà. Mais donc au moment de la destruction, la moutarde elle était en fin de floraison, début de formation des graines. Et la vesse était en floraison. Et l'avoine aussi. L'avoine rude. Voilà. Si on regarde les restitutions théoriques données par la méthode Mercy, bonne nouvelle, pas d'immobilisation d'azote. Donc ça, c'est un truc dont on avait peur, parce qu'on a quand même beaucoup de céréales dans ce mélange, et on s'attendait à ce qu'on ait une immobilisation d'azote dans les premiers temps, une fois le couvert restitué au sol. Et donc là, ça nous indique que non, et qu'on a des restitutions d'azote pour la culture qui suit, qui sont quand même assez intéressantes, entre 26 et 70 unités d'azote. Voilà, et donc les 70 unités, elles ont été... c'était dans le cas où le couvert avait vraiment bien poussé, on avait 10 tonnes de matière sèche. Et donc ça donne forcément des gains en humus pour le sol derrière, qui sont aussi non négligeables. Voilà, il faut considérer qu'en moyenne, un sol il perd 2 tonnes d'humus par hectare et par an. Donc quand le couvert il a bien marché, on compense ces pertes-là. Voilà, si on regarde maintenant le mélange diversifié, donc il a été testé sur plusieurs fermes aussi. Là, il y a eu des comparaisons au sein de la même ferme. Donc si on regarde les jardins de Penny, il y a eu le même mélange semé le même jour, donc 10 octobre, soit S au semoir, donc en l'occurrence c'était une roue semeuse que vous voyez là sur la photo en bas à droite. Alors c'est pas ce qui est écrit dessous, j'ai inversé. Et BLV semé à la volée. Ensuite légèrement recouvert par un passage de fraises de motoculteur. Et donc vous allez voir, il y a la modalité BLS avril et BLS mai, qui sont donc deux modalités semées le même jour au semoir, mais détruites à un mois de décalage, soit début avril, soit début mai. On a au jardin du Papé, on a aussi deux modalités, donc EV div sec, qui a été, et EV div irrigué, donc qui ont tous les deux été semés fin septembre à la volée. Il y a eu un passage gerce rotatif qui a été passé, mais vraiment très en surface, pour recouvrir les graines. Et l'une des deux modalités a été irriguée pour la levée, alors que l'autre non. Et après, il a été aussi semé sur d'autres fermes. Donc la ferme du Rouge-Queue, ça a été semé au semoir maraîcher. Les Amanins, ça a été semé à la volée et recouvert avec un passage de cultibut. Et à l'îlot millefeuille, semé à la volée et roulé avec un rouleau lisse. Voilà. Donc là, vous voyez les photos. Lors de la levée, donc à peu près un mois, des fois moins, après le semis. Donc là, au jardin de Penny, pour le coup, c'était 15 jours après le semis. On voit là où ça a été réalisé au semoir, ça a déjà bien levé. Là où ça a été réalisé à la volée, ça n'a pas levé. Très peu. Enfin, si, ça a levé, mais on le voit très peu. Les Amanins, on voit la levée qui est pas très bonne, un mois après. Ici, on voit les comparaisons
engrais verts irrigués et non irrigués. On voit une bien meilleure levée là où c'est irrigué. Et puis à l'îlot millefeuille, engrais vert, semé à la volée et roulé. Voilà, donc en gros, si on compare le semis à la roue semeuse par rapport au semis à la volée, on multiplie le nombre de plants par 4. Donc c'est quand même intéressant. Et si on irrigue le semis pour la levée, je parle bien d'un semis de fin septembre, là on multiplie par 3 la levée. Donc c'est quand même des bons facteurs de réussite du couvert. Maintenant, si on regarde juste avant destruction, on voit toujours une belle différence entre le couvert semé à la volée et celui semé à la roue semeuse. Hein, on voit un peu du sol nu hein, là dans le semis à la volée. Puis les plantes sont beaucoup moins hautes, moins développées. Et si on regarde le couvert détruit en avril, début avril, et le couvert détruit début mai, là aussi, on voit que le couvert s'est bien développé en un mois. Et voilà, chose intéressante, vous voyez tout à droite le même couvert, semé aux amanins, et on voit que c'est pas du tout la même composition. On voit quasiment que de la févrole. Et donc ça nous indique que le semis à la volée suivi du cultibut, il est probablement beaucoup trop profond pour la plupart des espèces. La févrole, elle a besoin même d'un semis profond. Donc c'est pour ça que c'est elle qui s'exprime le plus dans le couvert. Et donc c'est là qu'on voit que pour un même mélange, on a finalement des populations qui sont différentes en fonction de la méthode de semis, mais également d'autres choses, quoi. Voilà, et donc si on regarde sur les autres parcelles, là aussi on voit des choses assez différentes en fonction des parcelles. Le couvert qui est irrigué, il est plus développé que le couvert sec. Voilà. Et on voit aussi il y a un couvert où il y a eu de la facélie qui s'est plus exprimée que dans les autres. Donc voilà, vraiment c'est le but aussi de ce couvert diversifié, c'est de contenir un maximum de situations. Et dans certains cas, en fait, dans votre couvert à 6 espèces, vous allez en voir peut-être que 2 ou 3. Enfin, la majorité de la couverture ou de la biomasse va être faite par 2 ou 3 espèces. Mais une autre année, ce sera 2 autres. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec le mélange un petit peu plus complexe. C'est d'avoir quelque chose qui n'est pas hyper performant en fait, mais qui convient à un maximum de situations. Donc si on regarde la couverture du sol, elle est plutôt pas mal, on est à plus de 80% de sol couvert dans les modalités où les semis ont été bien réalisés. On voit qu'on est en dessous pour la modalité sèche, non irriguée, et en comparaison de la modalité irriguée, et puis pour le semis à la volée en comparaison de la roue semeuse. Mais on est quand même pas mal. Les adventices sont plutôt bien contrôlés, sauf dans quelques cas où on a... mais bon, c'est quand même pas trop mal. Mais dans des cas où on a des pressions assez importantes à la base, le contrôle n'est pas total. Voilà, et donc si on regarde la production en tonnes de matière sèche, on a des choses très variables, entre 2 et 10 tonnes de matière sèche en gros. Et une fois encore, là on voit bien le même semis, les jardins de Pény, entre volée et roue semeuse on fait plus d'une tonne de matière sèche, entre détruit début avril et détruit début mai on fait plus 3 tonnes de matière sèche, même plus que ça. Donc ça a un impact non négligeable de retarder la date de semis, surtout quand on est de retarder d'un mois, le mois d'avril ça pousse beaucoup. Voilà, et donc là on a la production de biomasse bien supérieure, c'est là où on a beaucoup de févrole qui a été... en fait c'est la févrole, elle fait beaucoup de biomasse, et donc on a presque 10 tonnes de matière sèche aux amanins parce que c'est quasiment que de la févrole. Donc c'est ce qu'on voit la ABD dans le graphe de gauche. En fait c'est quasiment tout bleu parce qu'il y a quasiment que de la févrole avec un petit peu de poids. Donc ça c'est parce que le semis était probablement trop profond, les graines étaient trop en profondeur pour les autres espèces. Mais finalement c'est pas si mal, on a une couverture, on a de la biomasse, on a de l'azote. Simplement cette biomasse là, elle va pas permettre de faire un paillage, ce serait à tester, mais la févrole elle fond beaucoup plus vite que la céréale. Donc on ne l'utiliserait pas comme paillage sans risque. Par contre si on voit
en termes de restitution d'azote, ben voilà, on est à 128 unités d'azote restituées là où il y avait beaucoup de févrole. Et même dans les autres modalités, on a quand même des bonnes restitutions d'azote. Encore une fois, plus le couvert est développé, plus on restitue de l'azote. Et donc ça peut être pris en compte pour limiter la fertilisation sur les cultures qui suivent. C'est des essais qu'on va mettre en place là cette année pour voir si effectivement la culture suivante elle bénéficie de cet apport d'azote. Et également, ça fait un gain en humus pour le sol qui correspond, lorsque le couvert a bien marché, à peu près à la perte d'humus annuel. Et voilà, si on regarde les trois autres, le dernier mélange qui est le couvert azote, il a été semé dans 3 fermes. À la ferme du Rouge-Queue, ça a été semé au semoir maraîcher. La petite bête, ça a été semé à la volée, mais recouvert de 5 cm de compost de déchets verts. Et à l'îlot millefeuille, ça a été semé à la roue semeuse. Vous voyez ici les photos des levées qui sont très bonnes. En particulier à l'îlot millefeuille avec le semis à la roue semeuse. Mais aussi, voilà, on était quand même sur un peu plus d'un mois après... la mesure a été faite quand même un peu plus d'un mois après le semis. Donc c'est aussi pour ça qu'on a quelque chose qui est déjà très bien couvrant. Voilà, donc si on regarde maintenant le nombre de plantes, un mois après le semis à peu près, c'est pas mal pour le contrôle de l'enherbement, sauf dans la modalité OBN, parce qu'on a un enherbement en régras qui est quand même important. Donc c'est ce qu'on voit là sur la photo du milieu, on voit pas mal de régras qui sort. Voilà. Et on a évidemment on voit quand même qu'il y a souvent des meilleures levées, il y a une meilleure levée à la roue semeuse. Vous voyez maintenant les photos juste avant destruction. Je suis désolée, j'ai pas mis les bonnes dates de prise de photos, mais donc, en gros pour les 2 photos de chaque côté, la ferme du Rouge-Queue, l'îlot millefeuille, c'était des photos prises fin avril, et la photo du milieu c'était début avril. Mi-avril, vers le 16 avril. Donc il y a 2 semaines de décalage. Donc on voit que, encore une fois, c'est pas tout à fait les mêmes espèces qui s'expriment. Probablement que le semis a été réalisé moins profond à la ferme du Rouge-Queue parce qu'on voit moins de févrole et plus de vesses et de pois. Il y a quand même de la févrole dans le mélange, mais c'est plutôt vesses et pois. Dans les 2 autres modalités, c'est beaucoup de févrole qui s'expriment. Si on regarde maintenant le recouvrement, il est très bon, on approche de 100% de recouvrement. L'enherbement est très bien contrôlé, même dans la modalité où on avait beaucoup de régras, il y a encore du régras, mais il est quand même bien contrôlé. Et on a des bonnes productions de biomasse. On a 9 tonnes de matière sèche à la ferme du Rouge-Queue et la petite bête, et on arrive à 17 tonnes, donc ça c'est vraiment exceptionnel, dans le couvert à l'îlot. Et donc il faut préciser que ce couvert il a été irrigué tout le mois d'avril, parce qu'il était à côté d'une planche de salade, là c'est à droite vous le voyez, et donc les salades elles étaient irriguées en avril, donc ça a profité de cette irrigation, ce qui a probablement contribué à la forte production de ce couvert, mais qui de toute façon était très bien parti, vous l'aviez vu dès la levée, le semis était vraiment très bon, et ça avait déjà très bien recouvert. Là je précise qu'on avait des févroles qui étaient à 1,70 m. Voilà. Et donc si on regarde l'azote, on atteint les objectifs qu'on s'était fixés. On a des très bonnes restitutions d'azote, entre 100 et 200 unités d'azote restituées, je ne parle pas d'unités piégées. Et cette quantité-là est en plus probablement sous-estimée. Donc je m'explique, c'est parce qu'on a fait... là, vous voyez les données qui sont données par la méthode MERCI, donc avec les modèles. On a aussi en parallèle prélevé, nous, des couverts qu'on a envoyés au laboratoire pour savoir combien d'azote était fixé dans le couvert. Et on avait des fixations d'azote qui étaient supérieures à ce qui était donné par la méthode MERCI. Donc c'est super parce que c'est ce qu'on cherchait à faire. Je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais notre couvert d'azote, il a été semé en surdensité. L'idée ici étant d'avoir un nombre de pieds de légumineuses au mètre carré qui est bien plus élevé que la normale. Et ça, c'est parce que Thierry Tétu et son équipe, c'est un chercheur enseignant qui a mis en évidence que les couverts en surdensité de légumineuses permettent de stimuler la production de biomasse
mais aussi la fixation d'azote. Et donc nous, c'est ce qu'on a cherché à reproduire. On s'est dit qu'on allait mettre plus de graines dans l'optique d'avoir un meilleur retour sur investissement, dans le sens où on a quand même des cultures gourmandes en maraîchage et qu'on aimerait éviter d'avoir recours aux engrais. Donc ça a l'air de fonctionner, il faut encore faire d'autres essais pour confirmer ça. Mais voilà, donc les données que je vous donne là sont probablement sous-estimées. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des bonnes quantités d'azote. Et donc il faut situer ces couverts-là judicieusement dans la rotation pour que ça puisse servir, que ça puisse être valorisé par des cultures gourmandes derrière. On voit la petite bête, ça a produit entre guillemets que 100 unités d'azote. C'était pour un couvert détruit mi-avril, donc c'est quand même pas mal. Si on regarde le gain en humus, là on compense encore une fois largement les pertes d'humus du sol, donc voilà, c'est bénéfique pour le sol. Et je parle pas non plus de l'effet structurant qu'on n'a pas évalué, mais il y a aussi tout un effet du travail des racines qui est pas négligeable. Voilà, pour terminer, je voulais vous montrer un petit peu toutes les modalités ensemble pour comparer les différents mélanges. Voilà, donc si on regarde au niveau de la levée, le couvert paillage, c'est le couvert qui gère le moins bien l'enherbement à la levée, parce qu'il y a peu d'espèces et surtout de l'avoine. L'avoine, elle est lente au démarrage, mais en fin de compte, elle se rattrape plutôt bien en fin de cycle. On a eu quand même des bonnes gestions de l'enherbement avec les couverts, dans le sens où aussi ils n'avaient pas été mis en place dans des parcelles où il y avait des trop grosses pressions. Mais en gros, on pourrait se dire que pour des pressions faibles, moyennes, d'adventice, le couvert il est efficace pour gérer tous nos couverts. Alors on a certains qui gèrent mieux, moi j'avais la chance, en fait dès que les semis sont bien réalisés, en fait on a une meilleure gestion du couvert, si on a une levée homogène et rapide, c'est sûr ça gère mieux. Voilà, et donc dans tous les cas, et par contre on préconise, si on a une forte pression, plutôt de faire un bâchage, des faux semis, ce genre de choses. Mais ça pourrait être aussi un sujet à explorer, à voir avec certains couverts, est-ce qu'on arriverait à gérer l'enherbement quand on a des pressions importantes. Pour l'instant, c'est pas une question qu'on a trop explorée. Et si on regarde la production de biomasse, là je vous ai mis un graphique un peu différent. On voit en bleu la matière sèche aérienne, donc c'est ce que je vous ai présenté jusque-là. Et en orange, on a aussi la matière sèche racinaire. Donc ça veut dire qu'on a aussi pas mal de restitutions qui sont dans le sol, qu'on ne voit pas, c'est les racines, et qui font aussi tout un travail de structuration du sol, qui améliore la porosité, qui aussi ont un effet rhizosphérique qui est vraiment important, c'est ce qu'on recherche avec les couverts végétaux. Il y a toutes des communautés qui vivent aux alentours des racines, qui ont énormément de bénéfices pour les sols et pour les plantes. Donc de faire ces couverts, de mettre en place des couverts végétaux, c'est très bénéfique aussi à ce niveau-là, même si là, j'en parle pas trop. Voilà, donc on a eu des bonnes productions quand même par les couverts, à partir du moment où les semis ils étaient bien réalisés. Et voilà, quand on a eu des semis moins bien réalisés, avec des ratés, voilà, des choses hétérogènes, etc., des mauvaises levées, on était plutôt dans l'ordre de 2-3 tonnes de matière sèche, mais on arrive très vite à 4, 5, 6, 8, 10 tonnes de matière sèche, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de l'azote, on arrive quand même avec des couverts où il y a beaucoup de légumineuses à couvrir une partie, voire même la totalité des besoins de certaines cultures maraîchères. Et dans d'autres cas, on peut se dire qu'on pourrait limiter quand même les engrais ou la fertilisation via des fumiers, grâce à cette technique-là. Donc ça, c'est des choses qu'on met à l'essai cette année, donc vous aurez plus d'infos au prochain épisode. Et puis on a des gains en humus qui compensent plus ou moins en fonction, pareil, de la réussite du couvert, les pertes en humus par les sols. Voilà, pour finir, je voulais vous parler très brièvement des couverts d'été. Donc c'est un essai qu'on a mis en place l'année dernière. Donc c'est des essais de couverts d'été sous serre. Ça a été réalisé à l'île aux Millefeuilles et donc c'est des semis réalisés mi-juillet. On a comparé
soit un sorgho pur, un sorgho fourragé, soit un mélange avec du sorgho fourragé, mais également de la légumineuse. En l'occurrence, c'était du trèfle incarnat et de la veste pourpre. Donc là, si je m'explique un peu, l'idée c'était... en fait, souvent, quand on... Donc le sorgho, c'est une très bonne plante pour faire un couvert d'été sous serre en maraîchage, ça c'est connu. Surtout que ça s'adapte bien pour des intercultures entre des cultures de printemps et d'automne. Donc on a une courte interculture qui peut aller qui peut faire 2-3 mois en été. Et donc ça permet de faire un couvert sous serre, alors que généralement on a du mal, parce que c'est très intensif la culture sous serre. Et ça permet aussi de régénérer les sols, d'améliorer les sols. C'est une des rares opportunités qu'on a de faire des couverts sous serre, donc il faut la saisir. Et nous, donc souvent ce qui se passe, c'est quand on détruit ce couvert, qu'on le restitue au sol, le sorgho, donc c'est très pailleux, c'est très carboné, et on a un C sur N qui est élevé et des immobilisations d'azote. Donc ça peut entraîner des fins d'azote sur les cultures suivantes si vous n'avez pas assez d'azote dans votre sol. Donc l'idée là, c'était de l'associer à de la légumineuse pour limiter ça, pour avoir un C sur N plus faible et pas d'immobilisation d'azote. Voilà. Autre intérêt de ces couverts-là d'été, c'est que le sorgho, c'est une espèce... on utilise du sorgho fourragé, donc on peut le broyer en courte culture. Ça peut donc permettre de produire plus de biomasse, mais aussi de réduire la taille des pailles, ce qui fait que c'est quand même plus simple derrière pour le gérer mécaniquement. Et aussi, ça réduit son C sur N. Donc ça limite justement cette immobilisation d'azote dont je parlais. Voilà, et je sais pas si je l'ai dit, mais ça peut permettre aussi de contrôler, de gérer l'enherbement grâce au broyage. Donc c'est vraiment des bonnes méthodes. Voilà, donc là c'est les photos des couverts arrivés donc un mois après le semis, donc mi-août. Et du coup on a des couverts qui sont plutôt beaux. Sur les deux, on voit pas de différence particulière entre les deux modalités. Visuellement en tout cas. Ça couvre quand même bien. Vous allez le voir là, on a fait les suivis de recouvrement avant destruction. On a des couverts qui couvrent vraiment bien, qui gèrent assez bien l'enherbement, sauf dans une des modalités où il y avait une grosse pression pour pied initialement, donc qui a quand même concurrencé, là on le voit. Voilà. Et on voit que le mélange, donc au niveau du recouvrement, on est à peu près similaire entre sorgho seul et mélange. Si on parle de la production de biomasse, on a, en un mois en interculture, je précise, le sorgho pur, il a produit 4 tonnes de matière sèche, le mélange a produit 5 tonnes. Donc c'est vraiment bien pour un mois d'interculture, surtout qu'on peut souvent le laisser plus longtemps qu'un mois. Et on voit que le fait d'avoir associé de la veste et du trèfle incarnat, même si visuellement on n'avait pas l'impression qu'il y avait de différence, on a une tonne en plus, ça fait 20% de production de biomasse en plus, donc c'est toujours bon à prendre, surtout sous serre. Et surtout, ce qu'on recherche, c'est qu'on a donc plus d'azote. Donc on voit l'azote total qui est restitué par le couvert d'été. Dans le cas du sorgho, on a moins de 10 unités. Avec, je précise, une dynamique qui va à l'immobilisation nette de l'azote dans les 30 premiers jours. Donc c'est ce dont je parlais. Je ne vous l'ai pas présenté pour tout le monde, mais dans la méthode Merci, on a une dynamique de l'azote. Et donc là, ça nous dit le sorgho pur, il immobilise 7 unités après destruction pendant un mois, avant de relarguer derrière quelques petites unités. Alors que le mélange où il y a des légumineuses, il va restituer en tout plus de 30 unités et surtout il va commencer à restituer dans les 30 premiers jours après destruction. Donc c'est vraiment des très bons résultats, surtout pour une interculture d'un mois. Et voilà, évidemment ça produit de l'humus pour le sol. Voilà, donc si vous voulez continuer, si vous voulez en savoir plus là-dessus, sachez qu'on est en train de mener des essais, on va suivre les cultures qui suivent ces couverts-là. Donc on a en gros 2 grandes thématiques d'essais avec les couverts végétaux. Soit on essaye de leur faire produire du paillage avec les mélanges paillage, mais aussi les mélanges été et sorgho. Donc on va voir si on arrive à
coucher et détruire ce paillage et ensuite avoir des cultures qui viennent dedans sans apport supplémentaire de paille ou de toile tissée? Est-ce que ça va gérer l'enherbement? Et puis on a des thématiques de travail, réduction de la fertilisation azotée, donc dans le cas où on avait beaucoup de légumineuses, l'idée c'est de limiter le recours aux engrais. Donc on va voir, on compare différentes réductions, des précédents couverts, des précédents pas couverts, et on va voir quel est l'impact sur la production, et puis si finalement on peut s'y retrouver aussi économiquement dans ces techniques-là. Voilà, donc ça, vous aurez plus de suite bientôt. On prévoit de publier nos résultats sous forme de fiches techniques ou de vidéos éventuellement. Et puis on aura aussi une porte ouverte pour visiter au minima un de ces essais. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite.